Bonjour. Bonjour. Nina. Je suis très émue d'être là, que vous me receviez. Merci à tous, hein. Donc, je ne sais pas où vous en étiez. Peut-être je vous laisse finir un petit peu, Véronique. Mais écoute, on parlait de toi, on était en train de D'accord? raconter à quel point tu étais formidable, et on parlait de ton livre, et voilà. D'accord. Alors, peut-être juste pour que ça a démarré aujourd'hui même. Oui. Hein. Donc, dis donc, c'est impressionnant d'arriver le premier jour. C'est une belle aventure. C'est le début du voyage. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais me présenter ou Tu je fais voulais comme tu déjà. le sens, Dina. D'accord. Bah, écoutez, déjà tout ce que je voudrais vous dire pour commencer, c'est que j'ai envoyé un petit mot tout à l'heure à Jean-Marc pour lui dire que j'avais un peu le trac de. Alors, il se marre tout le temps quand je dis ça parce que je fais des formations tous les jours. Mais c'est vrai que c'est toujours émouvant pour moi d'arriver dans un nouveau groupe, de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Voilà, je trouve ça toujours assez merveilleux en fait. Voilà, c'est une rencontre. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ben, je suis émue aussi parce que je connais bien Véronique et Jean-Marc et que ben voilà, je suis émue d'intervenir dans leur propre formation alors que c'était des petits bébés il n'y a pas si longtemps que j'ai formé. Donc, Exactement. donc c'est toujours émouvant quand on continue ben, que les idées se diffusent comme ça grâce à des personnes. Voilà, donc déjà, je voulais vous dire que ben, voilà, je suis contente de passer ce petit moment avec vous et de partager. On va voir comment ça va se passer, mais j'ai une petite heure à passer avec vous, donc j'espère que ça va être un petit peu interactif si vous voulez qu'on discute, etc. Je voulais vous remercier pour les mots que vous m'avez envoyés parce que j'ai trouvé que c'était une très très jolie idée. C'est la première fois que je reçois des mots comme ça avant de rencontrer les gens. Donc c'était une très jolie idée, j'ai trouvé de lire vos mots. C'était une manière d'aller à votre rencontre un petit peu avant. Et puis j'ai vu du coup que je connaissais certaines personnes, que j'avais déjà un début d'histoire avec certaines personnes, notamment Emmanuel, je crois, et puis d'autres que j'ai pu rencontrer autour du voyage de vie. C'est vraiment le voyage de vie est un outil merveilleux pour rencontrer les gens parce que j'en ai rencontré beaucoup à travers cette méthode. Voilà. Ben peut-être qu'à ce stade, je vais me présenter aussi un petit peu à vous, alors puisque vous êtes présenté un peu à moi. J'ai pu constater en lisant vos mots que c'est un groupe très riche quoi, d'expériences, c'est un bel éventail très varié quoi. C'est vraiment, vous êtes tous très singuliers et ça va être vraiment très divers à la fois divers et singulier. Voilà. Et puis vous incarnez bien le côté multi-histoire. On a vu que vous vous intéressez à plein de choses. Voilà, qu'on vient tous d'univers différents, qu'on a déjà fait un beau parcours de vie. Voilà. Ben, en ce qui me concerne, donc ben, peut-être que certains me connaissent déjà un petit peu, mais juste quelques mots. Donc moi aussi, j'ai une première vie professionnelle. Donc j'ai commencé, ben, j'ai là que j'ai rencontré Jean-Marc d'ailleurs, puisque Jean-Marc, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on se connaît. On a été tous les deux, on a travaillé dans des grands groupes de communication. C'est là que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Voilà. Euh, c'est à cause de moi qu'il est coach, je crois, et praticien narratif. Oui, tu as raison, c'est à cause. Ouais, c'est à C'est cause. à cause de moi, hein. C'est bien ce que je pensais. Donc, s'il y a des réclamations, vous venez me voir. C'est moi qu'il faut voir. Non, non, en tout cas, j'ai eu le bonheur de cheminer avec Jean-Marc déjà depuis un bon moment. Et puis Véronique, j'ai eu le bonheur aussi de la rencontrer, ben, je ne sais pas combien d'années maintenant, 3, 4 ans. 4 ans, oui. Ouais, 3, 4 ans. Et puis j'ai pu faire connaissance avec l'artiste qu'elle est, parce que c'est quand même une magnifique photographe. Et je trouve que, ben, voilà, je trouve qu'elle pratique les pratiques narratives comme ben, elle fait de très jolies photos. Moi, j'adore ses photos, mais donc ça veut dire qu'elle regarde, elle rend beau ce qu'elle regarde hein, quand on fait de jolies photos. Il y en a qui me prennent en photo, je me trouve moche. Il y en a qui me prennent en photo, je me trouve belle. Je ne sais pas pourquoi. Véronique, quand elle me prend en photo, je me trouve belle. Voilà. Donc, ben ça présage quand même de la manière qu'elle a de regarder les gens aussi. Donc, moi, je suis très sensible au regard qu'on porte sur les gens et à la manière de les regarder, puisque je me suis intéressée il n'y a pas longtemps au regard d'amour.
Donc, voilà. Donc, je trouve que, et pour terminer avec Jean-Marc et Véronique, je trouve que vous êtes bien tombés parce il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux pratiques narratives, qui sont formés, mais très peu incarnent cette pratique. Donc, c'est bien beau d'en parler, etc., mais de l'incarner, c'est encore mieux quand on enseigne. Donc, je trouve que ce sont vraiment tous les deux, ils incarnent magnifiquement les pratiques narratives. Bon, je vais arrêter ça ne sert à rien que je vous les vende puisque vous êtes déjà là. Donc, je n'ai pas besoin de vous en rajouter. Elle est forte, hein, elle est forte. Non, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Et puis, je sais que c'est déjà acquis puisque vous êtes là. Voilà, donc maintenant pour parler de moi, donc j'ai passé 20 ans dans la communication aussi, donc où j'ai été directrice du développement et de la communication de grands groupes de publicité. Et puis, comme certains d'entre vous, j'ai pu le lire, en 2008, j'en avais un peu marre de ce métier et puis mes pas m'ont guidée vers l'accompagnement. Voilà, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. La seule chose que j'aimais encore faire dans le métier que je faisais, c'était de manager des gens. J'ai toujours aimé accompagner des gens, quoi. Et les gens adoraient travailler avec moi, hein, Jean-Marc? Oui, mais c'était une grande qualité déjà en agence. Donc, en fait, je pensais que j'étais juste sympa, ce qui est vrai, mais pas que. Je pense que déjà, j'avais une posture un peu particulière, un peu de coach peut-être. J'aimais les voir grandir, j'aimais les faire évoluer, etc. Voilà, donc c'est une copine qui m'a dit, je te verrai bien coach. Voilà, donc quand j'ai changé de métier, je me suis formée au coaching, à l'accompagnement, et j'ai répondu à 45 ans à la question qu'on m'avait posée à 18, qu'est-ce que tu veux faire? Et je ne savais pas, et mes pas m'ont guidée vers des métiers. Heureusement, je les ai aimés, mais le vrai métier que j'ai aimé, c'est celui que je fais aujourd'hui, puisque c'est celui que j'ai choisi, en fait. Voilà, je me suis formée à ce métier, j'ai adoré la formation de ce métier, et j'adore ce métier que je fais aujourd'hui. Voilà, donc je suis coach, je me suis formée à Paris 8 en 2008. Voilà, donc je suis devenue coach en 2008. Ensuite, j'ai cherché un superviseur. Ça, c'est ma rencontre avec les pratiques narratives. Et je suis tombée, j'avais lu L'art de coacher de Pierre Blanc-Sanoun, que vous connaissez peut-être, qui est un coach bordelais et qui est mon associé aujourd'hui à la Fabrique narrative. Donc, en 2008, j'avais lu son livre et, enfin, pour tout vous dire, quand je me suis formée au coaching, comment dire, alors que j'avais envie de faire ce métier, après Paris 8, je ne me sentais pas de coacher, quoi. Je me suis dit, ça a l'air grave de coacher. Il nous disait faire attention à ça, la distance, les machins. Et je me suis dit, oh là là, ça a l'air grave de faire ce métier. J'avais peur de coacher, en fait. Et en lisant Pierre, je me suis dit, tiens, ça a l'air simple, le coaching avec lui. Il parlait d'amour, lui, il ne parlait pas de distance, de machin. Il disait juste qu'il fallait aimer les gens. Et puis, plus que de les aimer, il fallait que ça se voit, qu'on les aime. Enfin, je ne sais pas, il nous parlait de trucs qui me parlaient un peu mieux. Donc, je lui ai demandé de me superviser. Il a gentiment accepté. Et puis, en parallèle, il se formait aux pratiques narratives. Donc, du coup, moi, je ne connaissais pas ça. Je n'en avais pas entendu parler à Paris 8. Ce n'était pas encore arrivé. Et donc, il faisait sur moi ce qu'il apprenait, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des concepts. Un jour, il apprenait à l'externalisation. J'avais le droit à l'externalisation. Et donc, je ne savais pas ce qu'il faisait, mais ça me faisait vachement de bien, en fait. Donc, je lui disais, une fois, je lui ai dit, tu sais, tu es vraiment doué parce que à chaque fois que je sors de nos séances, je me sens vachement bien. Alors, il m'a dit, oui, je suis doué, mais je vais quand même te raconter ce que je fais. Et là, il me décryptait. Il me disait, là, tu vois, j'ai externalisé le problème, là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça. Donc, je me suis dit, dis donc, cette pratique, elle est extraordinaire parce que ça me fait beaucoup de bien. Donc, je l'ai vraiment éprouvé sur moi avant de me former, en fait. Et je vous invite vraiment à essayer de vous faire superviser ou je ne sais pas, pour le vivre aussi sur vous. Vous allez le vivre pendant la formation, c'est clair. Hein, mais voilà, c'est bien de l'éprouver sur soi. Parce que je me suis dit, si ça me fait autant de bien, ça fera du bien aux personnes que je vais accompagner. Voilà. Donc, du coup, je me suis formée aux pratiques narratives chez Mediat Coaching, parce qu'il n'y avait qu'eux qui formaient à l'époque à Paris. Moi, je suis parisienne. Et puis ensuite, avec Pierre, Pierre a eu envie d'enseigner et m'a demandé de venir enseigner avec lui. Et puis notre équipe, voilà. Donc, depuis 10 ans, je forme avec Pierre aussi, comme Véronique et Jean-Marc. On a une école qui s'appelle la Fabrique narrative. J'ai l'honneur d'être la présidente pour le moment, avant qu'on m'éjecte. Je suis présidente de la Fabrique.
Et on forme à Paris, enfin un peu partout en France, sur les pratiques narratives. C'est là que que j'ai formé Jean-Marc et que j'ai rencontré Véronique. Donc voilà, qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, ma pratique, c'est le coaching. Hein. J'ai choisi en fait d'accompagner. Alors au début, j'étais coach de tout parce qu'il fallait que je vive de mon activité. Et puis en coachant tout, il y a des choses où je me sentais plus utile que d'autres. Donc là où je me sentais utile, c'est là où les gens souffrent en fait. Donc je me suis dit, plus que d'accompagner en entreprise les jeunes ou quoi, je vais accompagner ceux qui souffrent. Voilà, ça a du sens pour moi de faire ça. Donc, j'accompagne la gestion de conflits dans les organisations, les gens qui ont besoin de trouver leur place, les jeunes en difficulté scolaire. Voilà, j'accompagne un peu les gens qui sont pas très heureux dans leur vie professionnelle et à l'école. Voilà, et là, ça a vraiment beaucoup de sens pour moi, le travail que je fais, parce que pour tout vous dire, on n'accompagne pas par hasard des choses. Hein. Souvent, on accompagne ce qui nous concerne un peu. Hein. Moi, j'ai un peu souffert à l'école. Et j'ai un peu souffert aussi dans les organisations, du coup, puisque je suis un peu autodidacte, du coup. Donc voilà, il faut savoir qu'on accompagne souvent, c'est une histoire hein, qui nous amène à faire les choses. Et moi, ce que j'ai lu dans vos mots, c'est qu'aussi, vos pas vous ont guidé vers cette pratique aussi. Hein. Ce n'est pas un hasard, vous aimez les histoires. J'ai vu que vous. Voilà, il y a quand même des choses qui vous ont guidé jusqu'ici. Voilà. Donc là, je vous raconte un peu mon histoire de ma présence ici aujourd'hui. C'est l'histoire déjà de mon parcours professionnel, mais c'est aussi ma rencontre avec Pierre, c'est aussi ma rencontre avec Véronique et Jean-Marc. Et c'est vraiment une pratique. Alors, je suis formée à plein de choses, hein, à l'hypnose ericksonienne, à l'approche systémique, à la gestion de conflits, enfin à pas mal de choses. Mais là où je suis toujours praticienne narrative, c'est dans ma posture. Voilà. J'ai une posture, voilà, vous allez, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui ou bientôt, mais en tout cas, la posture, c'est vraiment l'endroit où je suis toujours praticienne narrative. Voilà. Donc, ben voilà qui je suis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'aime les métaphores, donc comme vous le savez, j'aime bien utiliser les métaphores dans mon travail. Donc, j'ai développé alors, ces métaphores ne sont pas de moi, elles sont de David Denborough, mais je les ai développées et amenées dans d'autres endroits que la thérapie, puisque lui était plutôt thérapeute. Donc, j'ai beaucoup développé l'arbre de vie, le voyage de vie, l'équipe de vie. Et puis, j'ai créé les miennes. Jean-Marc et Véronique ont créé la maison de vie. Voilà, donc après, on crée, quand on est bien au clair avec les idées, on peut créer aussi les métaphores. Enfin, voilà, on peut créer ses propres métaphores. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, mais déjà, ce que je voulais vous dire, je me suis dit en venant vous voir, il y a une question que j'aime bien poser à mes clients et que je me pose souvent. Et là, je me la suis posée. Cette question, c'est pour vous, c'est ça fait 12 ans que je suis formée aux pratiques narratives. Qu'est-ce que ce beau parcours que j'ai fait m'a enseigné que j'aurais envie de vous transmettre là aujourd'hui pour vous faire gagner peut-être un peu de temps. Parce que voilà, c'est un peu ça. Hein. Je suis là pour parrainer ou marrainer un peu ce démarrage de formation. Donc, je me suis dit, je ne vais pas vous former aux pratiques narratives, vous allez l'être merveilleusement par Véronique et Jean-Marc, mais c'est peut-être l'essence de ce que Voilà, si je devais vous donner quelques petits trucs, ça serait quoi mais qui serait certainement différent de ce que pourraient dire Jean-Marc et Véronique, mais parce qu'on est tous différents. Mais avant ça, peut-être, est-ce que vous avez une intention avec moi pendant cette heure qu'on passe ensemble? Est-ce que vous avez des questions à me poser ou... Parce que moi, si vous me laissez parler, vous n'aurez plus de place. Hein. Donc, si vous avez une intention, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez. Alors, on est relié, Dina, pour que tu saches, à la France, à la Belgique, à la Suisse et à la Martinique. Alors, pour celui ou celle qui est en Martinique, je crois que c'est celui, puisque j'ai vu dans son mot. Donc, quand vous voulez, pour que je vienne faire une formation, non, je plaisante. En Martinique. Déjà, on a déjà rendez-vous depuis ce matin, tous en réunion, tu sais, Dina. Ça y est, vous êtes déjà placé? Non, je plaisante. Oui, donc, OK, donc vous êtes bien représenté. C'est ça la magie du Zoom, hein. C'est qu'effectivement, on peut avoir des personnes de partout. C'est ça qui est magnifique, OK? Écoute, moi, Dina, moi,
enfin, mon envie, c'est que c'est exactement ça, que c'est que tu donnes ta couleur, c'est que tu as toute cette expérience, tu as tout ce recul, et puis tu as ce nouveau livre aussi qui vient de sortir. Alors moi, je montrais, là, j'ai les deux précédents, j'ai pas encore le nouveau, mais ça ne va pas tarder. Je vais vous l'envoyer vu que vous faites la pub. Et peut-être, voilà, que tu puisses un peu nous dire comment toi tu incarnes cette posture-là. Là, on leur a dit ce matin que là où on va être extrêmement intransigeant, où on ne va pas les lâcher, c'est sur la posture. Parce que oui, ben, je sais bien. Les narratives, s'il n'y a pas la posture, ça ne tient pas, ça ressemble à rien. Et que c'est un peu ça qu'on va observer tout au long des modules et qu'on va regarder en fin de formation. On veut vraiment qu'ils aient ça. Donc oui, voilà. D'accord. Et surtout, alors il y a du conversé par ici. Donc surtout, si vous avez une question, surtout n'hésitez pas à la poser dans Converser si c'est possible. Voilà, je voudrais que ça reste quand même interactif par rapport à ce que je vous dis. Mais en tout cas, c'est vraiment une réflexion que je me suis faite il y a 2 heures en fait, en me disant je vais rencontrer un groupe. Si je me retourne sur ces 12 ans de pratique narrative, qu'est-ce que je pourrais leur dire qui est juste essentiel, quoi. Voilà. Mais ça vous va? Voilà, donc je vais partager avec vous. Merci. Je vais partager avec vous alors, ma vision des pratiques narratives. En fait, globalement, les pratiques narratives, pour moi, vous allez, enfin, si on s'aime bien avec Jean-Marc et Véronique, c'est qu'on partage un peu les mêmes idées. C'est que, ben voilà, si je devais résumer en une phrase les pratiques narratives, souvent ce que je dis, c'est construire avec nos clients des histoires qui les rendent plus forts pour affronter les défis qu'ils ont à affronter. Voilà. En pratique narrative, la personne, elle n'est pas le problème, comme vous le savez déjà certainement, si vous avez déjà passé en revue les concepts que vous allez étudier. La personne n'est jamais le problème, donc elle n'est pas malade. Donc on n'a pas besoin de les soigner. Par contre, on soigne leurs histoires. C'est plutôt, on soigne les histoires et pas les personnes. Voilà, c'est un peu ça l'idée des pratiques narratives. On accompagne les histoires des gens, en fait. Parce que souvent, ils se racontent des histoires qui les font souffrir, en fait. Donc, on renégocie leur relation avec leurs histoires. Voilà, on accompagne les gens à partir de leurs récits. Donc, moi, quand j'ai compris ça, ça m'ouvrait un champ terrible parce que je me suis dit, une même histoire, vous voyez, quelqu'un qui vient me voir, moi, comme j'accompagne beaucoup la souffrance, quelqu'un qui vient me voir, parce que j'accompagne beaucoup de gens qui ont des burn-out, notamment à Montreuil, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui, on partage une mission avec Jean-Marc, quelqu'un qui a un burn-out, donc peut-être que un praticien, enfin quelqu'un d'autre quelqu'un qui vous dit j'ai un burn-out, votre curiosité, elle va où? Elle va aller chercher, qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous voulez me raconter? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le praticien narratif, il ne s'intéresse pas à ça. Parce que en pratique narrative, Michael White, il dit ne jamais retraumatiser les gens avec nos histoires. Retraumatiser, c'est ramener avec nos questions là où ça fait mal, en fait, sur le lieu de l'agression. Donc, si je dis à la personne, ah bon, vous avez eu un burn-out, vous pouvez me raconter, eh bien, vous avez rencontré un pervers narcissique, ok, et ça, et ça, et ça. En fait, elle va me raconter un truc qu'elle connaît déjà, donc je ne lui apprends rien, et en plus qu'il a fait souffrir. D'accord? Donc, alors évidemment, ça peut être intéressant de savoir ça. Mais elle le sait, donc ça ne sert à rien que je la questionne. En tout cas, ma curiosité, ou celle du praticien narratif, va plutôt s'intéresser au burn-out aussi, donc à cette histoire de burn-out, mais je vais la prendre à un autre endroit. Je vais m'intéresser à plutôt, puisqu'elle est en face de moi, c'est que ça ne l'a pas tuée. Donc, je vais lui demander comment d'abord, qu'est-ce que vous privilégiez en venant me voir? Qu'est-ce que cette expérience du burn-out vous a appris sur qui vous avez pu compter? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que le postulat de base, c'est que les gens, ils ne nous ont pas attendus pour survivre, puisqu'elle est là à m'en parler, c'est qu'elle a survécu. Donc, je vais plutôt aller m'intéresser à comment elle a survécu à cette histoire. Et là, je vais lui apprendre des choses, à mon avis. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est plutôt comme ça qu'on va aborder. On aborde les problèmes sous l'angle des compétences.
comment on résiste à nos histoires. On voit les gens comme des super résistants de leurs histoires. C'est le postulat de base. Mais résistants à la Jean Moulin, hein, pas résistants frein. Hein. C'est des résistants, ils résistent à leur histoire. Donc, du coup, ben, c'est plus intéressant et plus ressourçant pour eux. Parce que ça, ils ne savent pas toujours qu'ils ont déjà mis des choses en place, que des fois, voilà. Donc ça, en fait, c'est la chose la plus importante que j'ai appris, en fait. C'est de regarder les gens sous la forme de personnes. Quand elles me parlent, je me dis, vous voyez, même les enfants, hein, moi j'accompagne des jeunes collégiens, ils sont en SECPA, c'est-à-dire des classes en difficulté, ils sont stigmatisés dans les écoles, le père est en prison, enfin bref, ils ont des vies incroyables. Et ben, face à eux, la seule question que je me pose, mais c'est comment ils font pour être encore debout, quoi. Moi, je ne vivrai pas 3 jours ce qu'ils vivent. Donc, du coup, ça va générer chez moi des questions sur comment tu fais pour être encore debout, quoi. Je ne vais pas leur dire ça comme ça, mais je vais aller chercher comment ils font pour résister. Qu'est-ce qui les aide, sur quoi ils s'appuient, etc. Vous voyez? Donc ça donne déjà, ça permet d'honorer le plein des gens, voilà, et ça permet la personne, elle se sent face à notre regard. Bien sûr, on ne va pas lui dire c'est formidable, vous avez résisté. Non, ça n'aide pas les gens parce que ça, ils sont trop fragiles pour accepter ça. Mais juste de les questionner sur comment ils font, c'est eux qui savent. Et voilà, et en les questionnant, ben, ils vont redevenir dignes, quoi. Ce n'est pas des pauvres personnes qui ont subi un burn-out, c'est des gens qui ont courageusement résisté, qui ont appris des choses et qui ne sont pas tout seuls au monde. Voilà. Vous voyez, c'est une autre histoire. Donc, c'est la même histoire, mais on la regarde sous un autre angle. C'est ça, réparer des histoires. C'est renégocier sa relation avec cette histoire. Donc, ça, pour moi, peut-être que vous faites… Alors, moi, déjà, je voulais vous dire que si vous êtes là, c'est que vous avez été séduit par cette pratique quelque part. Donc, c'est que vous êtes déjà dedans. Je suis sûre que ce que je vous dis, vous le savez déjà pratiquement. Mais c'est bien quand on… Moi, je me sens plus forte dans ma pratique depuis que je sais ce que je fais. Avant, je le faisais intuitivement, comme vous, sûrement, au niveau des pratiques narratives. Mais une fois qu'on sait ce qu'on fait, que ça repose sur des concepts, sur des gens qui ont réfléchi, sur des philosophes, vous allez voir, sur plein de… Voilà, ça a été pensé, construit, et puis on nous donne une grille pour avancer. C'est vachement… Je me sens plus solide dans ma pratique et plus en sécurité dans ma pratique. Donc voilà une des premières choses que je voulais partager avec vous. Alors, je ne sais pas si à partir de là, vous avez des questions ou est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez déjà un petit peu dedans? Moi, Dina, bonjour. Bonjour. On s'est croisés déjà une fois. Tu étais intervenue pour l'association Génération 15-25. Oui, absolument. Et donc, en fait, moi, j'aimerais bien qu'à un moment, tu nous racontes une histoire, justement, toi aussi. Une histoire d'un accompagnement, un cas peut-être concret, tu vois, d'où la personne est partie et ce que ça lui a permis de faire comme chemin. D'accord. Bien, madame. Non, je vais le faire. Non, mais tu as entièrement raison. Tu veux dire que j'illustre comment on accompagne de manière narrative quelqu'un? En fait, oui. Et moi, j'accompagne beaucoup des groupes, mais aussi des personnes. D'accord? Je vais le faire, oui, si ça vous aide, parce que c'est bien au moment où on démarre, comment ça s'illustre dans les accompagnements. Voilà, c'est ça. D'accord, ben merci, parce que ça me donne un chemin à prendre. Ok, je vais essayer de trouver un cas très significatif. Et oui. Non, et juste aussi pour partager, Dina, bonjour, Marine. Bonjour. C'est pour dire que alors l'approche que tu partages, c'est vrai qu'elle est très complémentaire et différente avec l'approche de coaching. On est sur le réel, le problème, le besoin, la demande. Donc voilà, ça incarne tout ce qu'on nous enseigne depuis ce matin. Donc ça, moi, en tous les cas, là, dans ton récit, c'est ça que je trouve très intéressant, cet angle de vue différent sur le côté d'honorer le plein. Donc, voilà, juste pour te faire aussi un feedback. Merci beaucoup parce que c'est important. Oui, absolument.
ça va aussi vous demander de revoir un peu vos manières de faire peut-être, parce que malheureusement, on nous enseigne aussi à les questionner ce qui ne va pas. Hein. Donc en général, on est plutôt enclin à les questionner parfois ce qui ne va pas, pour bien comprendre. Et, enfin, on ne fait pas pour faire du mal aux gens, c'est juste pour comprendre. Alors qu'en pratique narrative, voilà, on donne quand même la priorité à ce qui va, quitte à se retourner après sur ce qui ne va pas. Mais en tout cas, la personne, si vous voulez, elle a besoin de regagner en force un petit peu. Donc, si tout de suite on aborde le problème, elle n'a pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de force pour y aller. Donc, c'est l'idée comme si elle se retournait vers la montagne qui est son objectif, mais elle lui paraît vachement haute en fait. Donc, il faut un petit peu avant qu'on lui remplisse le sac à dos pour qu'elle se sente équipée pour y aller. C'est un peu ça ma métaphore pour expliquer ça. C'est qu'on n'aborde jamais le problème à l'endroit du problème, parce que à l'endroit du problème, tout est problème, vous voyez. Mais par contre, on l'emmène ailleurs, là où elle a des compétences, là où elle a résisté, etc. Et à cet endroit-là, on peut se retourner vers le problème. Et là, elle se dit, ben oui, maintenant, elle a des idées qui lui viennent, etc. Vous voyez, moi, pour illustrer ça, tiens, parce que Valérie, elle voulait une illustration, pour illustrer ça, ce que je fais souvent avec les jeunes, c'est que je leur demande souvent avant une séance, alors qu'on travaille des choses problématiques avec eux, ils sont en échec scolaire, ils ont décroché, etc. Donc, souvent, je leur demande avant de commencer à travailler de penser à un petit moment scintillant, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on travaille. Je dis, je prends le prétexte que je n'aime pas travailler tout de suite, donc j'aime bien qu'on commence par se raconter des petites histoires. Voilà. Et puis, souvent, ils n'en ont pas, en fait, parce qu'ils sont tellement noyés dans leurs histoires qu'ils me disent, bah, d'abord, ils ne savent même pas ce que c'est un moment scintillant. Il m'a dit, c'est quoi un moment scintillant? Je leur ai dit, c'est un truc sympa, c'est tout. Hein. Et après, après, de temps en temps, ils en ont. Alors, je leur dis, c'est normal que vous n'en avez pas, parce que les moments scintillants, il faut les guetter. OK? Donc, à partir de maintenant, vous allez les guetter. Un petit moment qui vous a fait plaisir. Et puis, la prochaine fois, on commencera. Vous en avez pas, c'est pas grave. Alors, comme ils en ont rarement, de temps en temps, j'oublie de demander. Et il y en a qui me disent, madame, vous ne me demandez pas si j'ai un moment scintillant. Donc, je dis, excuse-moi, vas-y. Et là, il m'a dit, madame, j'ai un moment scintillant. Alors, il a 12, 13 ans. Il m'a dit, ma mère m'a laissé aller à Paris tout seul. Alors, lui, il habite à 15 km de Paris. Il me dit, ma mère m'a laissé aller à Paris tout seul. Je dis, bon, et alors, c'est quoi ce moment scintillant? Qu'est-ce qu'il y a de scintillant là-dedans? Il me dit, madame, j'ai pris le train tout seul quand même. Je dis, ah bon, et alors, alors voilà, vous voyez, je vais étoffer un peu ça. Et je lui dis, ah bon, comment ça se fait que ta maman t'a laissé aller à Paris tout seul? Il me dit, elle me fait confiance. Et qu'est-ce que tu as été faire à Paris? Alors, il me raconte, il a pris le métro, il s'est trompé un moment, il a demandé sa route, il a été s'acheter des chaussures, il est revenu, enfin bref. Et à un moment, je lui dis, comment tu t'es senti dans Paris à marcher? Il me dit, je me sentais grand, je me sentais fort. Vous voyez, donc, c'était le roi du pétrole, en fait. Donc, après, une fois qu'il m'a raconté ça, quand on se retourne vers j'ai du mal à me mobiliser, c'est plus le même mec qui va se mobiliser, c'est le mec qui va à Paris tout seul, vous voyez? Donc, c'est pas la même chose. C'est une manière de l'amener à un endroit. Enfin, vous voyez, c'est pas comme s'il avait qu'une histoire à sa disposition. Ses parents lui disent qu'il faut rien, à l'école on lui dit qu'il faut rien, etc. Et là, je l'amène à un endroit où c'est le roi du pétrole, il va à Paris tout seul. Donc, on en a parlé pendant 20 minutes. Il me reste 20 minutes de séance et pendant les autres 20 minutes, je lui dis, alors maintenant, si tu veux bien, on va se remobiliser. Alors là, c'est le mec qui va à Paris tout seul. C'est pas n'importe qui se remobilise. C'est exactement, voilà, pour illustrer comment il est important qu'on amène les personnes ailleurs pour regarder le problème. Vous voyez? Donc, c'est toujours, là, il se trouvait que c'était comme ça, mais ça pourrait être comment vous faites pour résister à votre histoire. Racontez-moi une fois, vous n'avez pas laissé cette histoire entrer dans votre vie, etc. Vous voyez? Et là, elle va être remplie de choses qu'elle a mis en place. Et à cet endroit-là, on va aller voir les solutions qu'elle pourrait mettre en place. Voilà. Donc, voilà, c'était pour illustrer un petit peu comment ça se traduit dans la vraie vie. OK. Donc, ça, c'est une chose que je voulais partager avec vous et qui est très importante pour moi, c'est que je n'attaque jamais le problème à l'endroit du problème. Je fais toujours connaissance avec la personne en dehors du problème. Souvent, je dis aux gens, mais il faut être clair, parce que les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de nous donner leurs problèmes. Hein. Donc, ce n'est pas facile de les amener ailleurs parfois, parce qu'ils ont besoin d'en parler. Donc, je leur dis, alors donc il faut leur dire comment on bosse. Quand je rencontre quelqu'un la première fois, je lui dis, écoutez,
OK, il me dit pourquoi il veut travailler, mais je lui dis, si ça ne vous ennuie pas, pendant 1 ou 2 séances, on va aller travailler vos forces, parce que moi, j'ai besoin de savoir sur quoi on va se reposer pour aller atteindre votre objectif. Donc, vous étonnez pas si on prend un petit détour vers vos forces, etc., parce que sinon, il ne comprendrait pas. Il va se dire, bah, où est-ce qu'elle m'amène alors que moi, je veux juste un boulot, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, la deuxième chose que je voudrais partager avec vous, j'ai 3 choses. Hein, je me suis dit que vous me dites le temps, hein, les amis. Ça y est, c'est terminé, Dina. Ah, c'est vrai? Non. Mais non, c'est une connerie. D'accord. Tout le temps, voilà. D'accord. On a la chance de t'avoir avec nous, donc on en profite à fond. Donc, la deuxième, attention, là, je partage ma tambouille, hein, c'est mon truc à moi, hein, vous le répétez à personne. Hein. Donc, non, mais c'est vrai que ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ça une marraine, hein, Dina. Exactement. Ça donne des secrets. Partage ses petites astuces. C'est ça. Donc, la deuxième chose, ça fait partie de la posture que vous allez voir, c'est que en pratique narrative, on dit que la personne, c'est la personne qui est au centre, hein, du dispositif, mais ça, c'est bien pour toutes les techniques. Hein, c'est la personne qu'on accompagne qui est au centre, hein, mais au centre où il y a le savoir. Alors, on dit, mais oui, mais on apprend ça partout, que c'est elle qui a les solutions, etc. Mais ce n'est pas les solutions. Quand on dit qu'elle est au centre où il y a le savoir, en pratique narrative, ce n'est pas le savoir, genre, elle sait ce qu'elle doit faire, etc. C'est-à-dire rendre le savoir à la personne. Moi, quand j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps, en fait, c'est pour ça que je le partage avec vous, c'est plutôt lui rendre la richesse de son savoir. C'est-à-dire que souvent, en pratique narrative, par exemple, les personnes qui vivent des difficultés, c'est comme si elles avaient une vie très pauvre, en fait. Elles se racontent de manière très pauvre. Elles n'ont pas beaucoup de choses à dire sur elles, etc. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit je suis déterminé, voyez, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me dit je suis déterminé, rendre la richesse de son savoir à la personne, c'est ne pas interpréter. C'est-à-dire, moi, je sais ce que c'est être déterminé, je ne vais pas questionner. Eh bien, j'ai tort, parce que c'est en questionnant qu'on va avoir la richesse. Vous voyez, si par exemple, je demande à la personne, c'est quoi être déterminé pour toi? La dernière fois que je l'ai fait, c'était avec un jeune, il m'a dit, madame, vous êtes coach, vous ne savez pas ce que c'est être déterminé. Je lui ai dit, si, je sais, je ne suis pas conne. Je sais, mais moi, je veux que tu me le dises, toi. Hein, c'est quoi chez toi être déterminé? Alors, il me dit, être déterminé, c'est être déterminé. Vas-y, raconte-moi une histoire. Parce qu'un concept, c'est creux si on ne le raconte pas. Rendre la richesse du savoir, lui, il est déterminé, mais il ne s'en nourrit pas encore. Pour qu'il s'en nourrisse, il faut qu'il me raconte des histoires là-dessus et il faut qu'il me raconte son histoire avec la détermination. Vous voyez? Donc, il m'a raconté un truc, il m'a dit, voyez, moi, quand je veux quelque chose, je fais 3 choses. Première chose, quand je veux quelque chose, eh bien, j'ai besoin de le rêver avant. Ah bon? Alors, raconte comment ça? Il me dit, par exemple, alors il a 22 ans, il veut monter sa boîte. Alors, par exemple, le bac. Avant d'avoir le bac, de me mobiliser, etc., j'avais besoin de rêver le bac, de me voir que le bac me va bien. Je dis, mais comment tu fais? Je m'imagine que je vais voir mon nom, je vois mon nom dans la liste à l'école, je suis content, j'embrasse mes parents, etc. Et puis après, voilà, j'ai besoin de me rêver un peu dedans. Ok, bon, écoute, c'est une manière. Ok, donc, et la deuxième chose, il fait comme ça. Je prie Dieu au nom de Jésus-Christ d'avoir le bac, parce qu'il est très croyant. Donc, j'implore Dieu de m'aider à avoir le bac, ok? Et ensuite, il me dit, ensuite, je pose des actions. Vous voyez? Donc, il me dit, il fait ces 3 choses à chaque fois qu'il veut quelque chose. J'ai dit, mais comment t'appellerais ces 3 choses que tu mets en place? Il me dit, vision, action. Ok. Vous voyez, moi, si je n'avais pas posé la question, jamais j'aurais su ça. Parce que vision, action, c'est l'histoire de sa vie. Il m'a raconté plein d'histoires. Je lui ai demandé, mais à quel moment tu as déjà déclenché vision, action? Il me dit, pour le bac. Pour apprendre l'anglais, il m'a raconté que pour apprendre l'anglais, il se voyait marcher dans les rues de New York, parler aux gens, etc. Après, il a prié Dieu au nom de Jésus-Christ. Et après, il a trouvé les financements pour y aller. Il est allé à New York, il a appris l'anglais à New York. Vous voyez? Donc, il m'a raconté plein d'histoires comme ça. Et après, je lui ai dit, mais tu veux monter ta boîte? Où tu en es de ce processus-là de vision-action là? Ah, il me dit, c'est vrai. Je l'ai rêvé, je me suis déjà rêvé dans une structure avec des employés, etc.
mais je n'ai pas encore prié Dieu, je n'ai pas encore posé des actions. Mais vous voyez, c'est rendre le banal exceptionnel, en fait. Lui, quand il dit qu'il est déterminé, il ne sait pas que c'est une qualité chez lui. Il fait les choses tellement normalement que c'est tellement banal qu'il ne sait pas que c'est extraordinaire. Donc, on va lui rendre son banal extraordinaire, en fait. Moi, j'ai passé une séance entière à parler de vision-action avec lui. Et après, on s'est retourné vers la montagne qui est de monter sa boîte. Et je peux vous dire que c'est autre chose quand même. C'est ça, lui rendre la richesse de son savoir. C'est ne pas interpréter, c'est-à-dire que si je ne lui pose pas la question de savoir c'est quoi être déterminé, c'est moi qui ai au centre, c'est moi qui ai le savoir. D'accord? Parce que je ne pose pas la question, c'est que je sais ce que c'est. Vous voyez? Et surtout, c'est comme si je mettais un bouclier entre lui et moi. Je n'ai pas accès à son savoir. Donc, il faut absolument que je le questionne. Alors, pas surtout, on ne peut pas questionner tous les mots, ça ne serait pas possible. Mais au moins ceux qui vont nous aider à l'accompagner. Ceux qui parlent de force. Moi, je questionne souvent une qualité essentielle qui est son super pouvoir. En fait, quand je sens que je touche à un truc qu'il met en place depuis toujours, je vais le questionner, je vais l'enrichir, etc. Donc, lui rendre son savoir et la richesse de son savoir, c'est quelque chose que je partage avec vous parce que c'est des conversations. En une conversation, on a vous savez, c'est la marée. J'accompagne quelqu'un et à un moment, je guette le changement de marée. Quand la marée s'inverse, c'est-à-dire que là, il est dans une histoire qui se raconte où il ne va pas y arriver, etc. Et puis à un moment, la marée s'inverse et on sent que l'espoir revient. Eh bien, quand on travaille comme ça avec Stéphane, ce jeune homme notamment, eh bien, cette séance, on a inversé la marée, quoi. J'ai senti que ça y est, il était reparti vers son projet. Parce qu'il n'y croyait plus trop, quoi. Il avait besoin d'aide, il avait perdu confiance, le doute s'était invité, etc. Mais il n'a pas besoin de moi pour lui dire comment monter sa boîte. Il a juste besoin de moi pour regagner espoir, en fait, pour regagner en confiance. Donc, le fait de travailler comme ça, eh bien, on se sent équipé pour y aller. Voilà. Donc, redonner la richesse du savoir aux gens, ça fait partie de la posture narrative, c'est de regarder les gens comme les mieux placés pour savoir et de leur rendre la richesse de leur savoir, c'est-à-dire étoffer ce qu'ils savent. Parce que sinon, ça reste un concept creux. Il me dit, je suis déterminé et on passe à autre chose. Déterminé, c'est creux, ça ne va pas le nourrir, ça ne va pas le faire avancer. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions ou ça vous parle ou vous êtes déjà dedans? Ce qui est beau quand on fait les choses consciemment. Moi, je sais ce que je fais quand je fais ça avec Stéphane. Je sais que je vais aller enrichir son savoir. Est-ce que vous avez un commentaire ou... C'est super inspirant. Je trouve qu'on écoute et on est dans ce que vous vivez et c'est résolument positif et c'est résolument effectivement généreux et j'aime beaucoup cette posture. Elle est ouais, brillante. On t'a bien fait de venir alors? J'ai bien fait de venir, alors là, okay. Mais je le savais, je le sentais déjà. Ok. Non, moi, j'ai envie de réagir. Oui. Merci Dina sur cette réconciliation entre l'instinct et la conscience de ce qu'on fait. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je suis pas coach pour le coup. Moi, je fais de la facilitation et j'interviens. Ça me parle beaucoup là tout ce que tu racontes parce que moi, j'interviens auprès de jeunes décrocheurs et entre autres. Et il y a beaucoup de choses que je fais à l'instinct juste parce que je les adore et que j'ai envie de les aider. Et c'est très puissant pour moi d'entendre ça, ce que ça amène de pouvoir venir faire les choses en conscience. En conscience, c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir, face à une personne, se dire, là maintenant, là je vais étoffer ça. Moi, parce on dit qu'on est ignorant en pratique narrative, c'est-à-dire qu'on est ignorant du contenu, mais on est hyper expert du processus. C'est-à-dire que je sais que je vais lui gonfler à bloc son truc là. Et je vais mettre tous les moyens pour y arriver. Mais ça, vous voyez, je suis experte du processus. Je me dis, je sais ce que je fais. Donc, ça donne une assise, quoi. On sait, c'est bien parce qu'en coaching, souvent, on ne sait pas tellement ce qu'on fait. Voilà. Là, je sais ce que je fais.
quand je veux externaliser le problème, je sais que là, je suis en train de décoller une étiquette. C'est pas lui le problème. Donc, je mets en place ce qu'il faut. Voilà. Là, on parle d'autre chose, mais oui, effectivement, c'est bien de le faire en conscience. Et si je peux intervenir, je suis Sabine. Moi, j'interviens dans des écoles auprès des luxe et depuis 3 ans, j'interviens auprès des sports, des étudiants en sport. Et c'est vrai que moi, d'emblée, quand je suis arrivée, je leur ai dit, je vous mets au même niveau que mes luxe. Ah non, madame. Qu'est-ce que c'est des luxe? Des options, ils font option luxe. Ils sont en classe en bachelor en luxe. Ils font des études sur le luxe, marketing. Ah, le luxe, d'accord. Non, je croyais le sport, mais c'est le luxe, d'accord. Oui, non, mais j'interviens, ma spécialité, c'est le luxe, mais j'interviens depuis 3 ans sur des classes qui font option sport. Et quand j'arrive en cours, au bout de mes cours, je les considère aussi brillants que les luxes, parce que les étudiants qui sont en luxe, ils se considèrent très. Et le fait de moi les considérer comme mes étudiants luxe, parce qu'ils me connaissent, mais waouh, en fait, et ce que vous dites, voilà, ça me permet de suivre ce que disait un peu Perrine, cette intuition, qu'un mot, parfois des mots positifs, des encouragements, mais je leur dis, mais comme ils sont dans du sport, je dis, mais vous n'aimeriez pas être manager de salle de sport? Ah ben non, nous on est à Basic Fit. Je dis, mais les gars, vous vous entraînez à 9 € par mois, c'est pas le sujet, mais vous faites des études, c'est pour être manager des salles de sport dans un palace, dans un hôtel. Ah ouais, et ils n'y avaient même pas pensé. Je dis, allez chez Basic Fit pour vous entraîner. Mais vous faites des études, les gars, c'est pour justement manager des gens, vous avez des capacités pour le faire. Et on ne leur a jamais dit, ils ne s'en rendaient pas compte en fait. Eh bien voilà, alors là, Sabine, c'est un très bon tremplin pour passer au regard Pygmalion maintenant, parce que tu les regardes comme des personnes capables de faire ça et ils redeviennent quelqu'un capable de faire ça. C'est ça l'idée. Alors, l'idée, parce qu'effectivement, moi, je suis très méditerranéenne, donc je suis très tentée de « Ah, c'est formidable !» Mais l'idée, en pratique narrative, on nous dit de ne pas trop faire comme ça. Plutôt que de dire « c'est formidable », on les invite à se juger eux-mêmes, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait, même quand c'est bien? Parce que sinon, si on dit « c'est formidable », ça veut dire que nous, on sait ce qui est bien. Vous voyez? Donc, on essaye de ne pas réinjecter de la norme. Vous allez apprendre ça tout au long de votre cursus, c'est qu'on essaye de ne pas comparer, de ne pas juger, etc. Et ce qui est bien plus fort, mais alors là je vous le dis, et pour le coup je n'incarne pas des masses, c'est de ne pas trop s'extasier. Mais moi je suis assez spontanée, donc même si je ne le fais pas, tout chez moi montre que je trouve ça formidable. Donc je ne suis pas la mieux placée pour vous dire ça, mais en tout cas… Moi non plus. C'est vrai que c'est dur, hein, de ne pas dire waouh. Donc c'est formidable. On peut quand même dire waouh. Oui, waouh, c'est quand même. On peut faire les deux. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais partager cette première idée qui était d'enrichir le savoir de la personne. La personne est bien plus riche que ce qu'elle ne le veut bien le prétendre. Le premier, c'était quoi que je vous ai dit déjà? J'ai bien pensé qu'on suivit. Ne pas interpréter. Voilà, ne pas interpréter, ok. Et puis, la dernière, alors, qu'est-ce que je pourrais partager? Qu'est-ce que j'ai noté de partager à nouveau avec vous? Ah oui, c'est mes postulats de base. C'est-à-dire que j'ai des postulats de base, c'est-à-dire que carrément, je relis ça de temps en temps pour ne pas l'oublier. Mais mes postulats de base face à une personne, peu importe ce qu'elle vient travailler avec moi. Alors, je vais vous en donner quelques-uns, hein, mais ça pourrait résumer ce que sont les pratiques narratives. C'est déjà quand quelqu'un me parle de voilà ce que je vis, voilà mes difficultés, voilà je sais pas quoi. La première idée, c'est de me dire à sa place, je ferais pas mieux. Parce que c'est pas parce que je suis pas mieux, hein, mais c'est que je suis pas à sa place. D'accord? Donc, je vais aller l'écouter à un endroit où, à sa place, je ne ferai pas mieux. D'accord? Donc, à partir de là, eh ben, on va chercher ensemble. Et puis, surtout, je ne suis pas celle qui va arriver en sauveur. Voilà, OK, on va, etc. Non. Et puis, il ne faut pas le faire en tactique. C'est juste la vérité. Hein. Quand on entend même une mère qui s'y prend très mal avec ses enfants, nous raconte des trucs. Moi, je vois des fois. Non, je me dis, à sa place, je ne ferai pas mieux. Maintenant, comment je peux aider cette femme? Voilà. Donc déjà, ça m'aide à me remettre à un niveau qui est plus juste. Ça vous parle?
Voilà, c'est juste une petite idée, hein, il faut que ça vous parle. C'est vraiment une question de dosage. Ensuite, le deuxième postulat de base, c'est que la personne, je vous l'ai un peu dit, la personne, elle ne m'a pas attendu pour mettre en place des choses. Un, je ne ferais pas mieux à sa place. Deux, elle ne m'a pas attendu pour mettre en place des choses. Souvent, les gens, ils viennent nous voir, ils ont 50 ans, ils ont 15 ans. Je peux vous dire que peu importe l'âge, je suis juste fascinée parce que les gens mettent en place, voilà, c'est juste extraordinaire. Pour peu qu'on aille chercher, alors au début, ils sont un peu, quand on leur demande, au début, ils ne voient pas ce qu'ils mettent en place, parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on les questionne là-dessus. Mais petit à petit, on s'aperçoit, parce que ça ne serait juste pas possible qu'ils soient en face de nous s'ils n'avaient pas déjà mis en place des choses. Vous voyez, moi, quand j'interviens, par exemple, je fais beaucoup de formations autour de la gestion du stress, des choses comme ça. La première question que je pose aux gens, parce qu'ils attendent avec le stylo à la main que je leur dise comment gérer le stress, alors que moi, je suis déjà hyper stressée d'être face à eux. Donc, je leur dis, la première question que je leur pose, c'est, écoutez, avant de commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter chacun avec une histoire de stress que vous avez réussi à bien gérer? Vous voyez, pour déjà les mettre en posture de, ils m'ont pas attendu, quoi. Hein, est-ce que vous voulez bien me raconter pour voir un peu déjà comment vous faites? Et ils ont tous des histoires magnifiques à raconter. Vous voyez, on va partir de là. Plutôt que de partir, on présuppose quand on fait ces formations qu'ils ne savent pas le faire. Mais moi, je présuppose qu'ils savent le faire. Et on va partir de vous. D'accord? Donc, et puis, ils ont des magnifiques histoires à raconter. Et puis, on se nourrit les uns les autres de leurs histoires. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas leur donner des petites astuces. Mais voilà. Donc, ça, c'est une manière de se dire ce postulat de base qu'ils ne nous ont pas attendu. Vous voyez, quand il y avait le confinement, j'ai fait un protocole d'arbre de vie pour des enfants, pour que les parents puissent aborder le coronavirus avec leurs enfants, parce qu'ils avaient peur d'en parler pour ne pas les traumatiser, alors que les enfants, ils entendent tout, etc. En fait, je vous raconte ça parce que je l'ai fait avec une petite voisine qui m'a juste fascinée, parce qu'elle a 8 ans. Et je lui ai posé des questions comme si elle avait 40 ans. Je lui ai dit, je ne sais pas, des questions du style, qu'est-ce que tu dirais à un copain si tu savais qu'un copain à toi a du mal à rester enfermé à la maison toute la journée, etc. Non, mais c'est incroyable tout ce qu'elle m'a raconté. Même moi, ça m'a aidé. Je dire, bon, raconte-moi. Elle me dit, premièrement, je lui dirais, tu préfères aller dehors ou payer 135 €? Qu'il y avait des amendes. Ensuite, elle lui a dit bah, écoute, quand tu en as marre, c'est simple, tu peux appeler quelqu'un, tu peux lui parler au téléphone, etc. Quand on a marre, eh ben, si tu as envie de pleurer, ben, tu n'as qu'à aller dans ta chambre, pleurer. Enfin, elle m'a donné une liste incroyable. À partir du moment où on les laisse parler, c'est juste extraordinaire, toutes ces petites idées qu'ils ont et ces grandes idées qu'ils ont. Donc, vous voyez, là, je n'y ai pour rien, en fait. J'ai envie de vous raconter un truc justement puisque Valérie, elle me dit de raconter des exemples. Et je vais vous parler de l'œil d'amour parce que l'œil d'amour, et ça parle un petit peu de ça, c'est aussi la manière qu'on a de regarder les personnes et c'est la conscience qu'on a que le regard que l'on porte sur un individu peut changer. Oui, le regard qu'on porte sur un individu forge son identité. C'est-à-dire, moi, je vais accompagner des jeunes en difficulté. Avant d'arriver à eux, face à eux, j'ai le rectorat qui me dit ils sont comme ci, ils sont comme ça. J'arrive dans l'établissement, le directeur me dit ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, ils sont violents. Vous voyez, donc je suis polluée, j'ai la tête pleine déjà de choses sur eux. Et donc, tout le défi pour moi, c'est si je les regarde comme des gogoles, comme ils s'appellent, c'est eux qui s'appellent comme ça. Si je les regarde comme des gogoles, eh ben, ils m'interprètent leur histoire de gogol. C'est exactement ce que disait Sabine tout à l'heure. Et si je les regarde pas forcément comme des gens formidables, mais juste comme des jeunes de 13 ans, eh ben, peut-être je leur donne une chance de me montrer autre chose, en fait. C'est ça l'idée. Donc, l'œil d'amour, c'est vraiment cette manière qu'on a de s'intéresser à ce que la personne a plutôt que ce qu'elle n'a pas. Vous voyez, souvent, on s'intéresse vraiment à quelqu'un qui n'a pas de boulot, qui vient me voir.
Je pourrais lui demander depuis quand tu n'as pas de boulot, etc. Ça ne va pas le rendre très digne. Hein. Par contre, je peux lui demander qu'est-ce que tu privilégies en venant me voir, qu'est-ce que ta situation t'a appris. Vous voyez, je peux regarder le plein chez cette personne. Il n'a pas de boulot, mais c'est peut-être le frère de quelqu'un, il a des valeurs, il est peut-être membre d'une association. Vous voyez, voilà, c'est plutôt ma curiosité, elle va aller là en priorité. Et ce que je voulais vous dire par rapport à l'œil d'amour, enfin le regard d'amour, c'est que c'est cette capacité à regarder le plein, à s'intéresser au plein. C'est cette capacité à ne pas, comment dire, à ne pas répondre à ce qui est forcément attendu. Vous voyez, comment dire, j'essaye de trouver un exemple, mais j'ai qu'un exemple de ma fille qui cherchait une alternance. Elle est en BTS, elle cherche désespérément une alternance et elle a 19 ans et en fait, les seules annonces qu'elle trouve, ils demandent alors qu'elle a juste un bac plus 1, elle est en deuxième année de BTS, on demande que des bac plus 5, etc., en alternance, là où ça l'intéresse. Et puis, elle décide d'y aller quand même à un rendez-vous. Alors, je lui dis, tu vas te faire exploser en route, mais vas-y, on ne sait jamais. Et en fait, il voulait bilingue, il voulait, enfin bref, et elle n'avait pas tout ça. Eh bien, son audace a été récompensée parce que les recruteuses, elle est tombée sur 2 recruteuses qui ont commencé à lui dire, vous êtes trop jeune, 19 ans, vous n'avez pas fait assez d'études, vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle, etc. Et quand ils lui ont dit, vous avez que 19 ans, elle lui a dit, mais Mbappé, heureusement qu'on ne lui a pas dit ça à la dernière Coupe du Monde. Parce que, voilà. Donc, il s'est passé quelque chose qui fait qu'elles ont jeté leur regard ailleurs et comme elle a été très spontanée, très dynamique, très, très volontaire, etc., ben, ils lui ont donné, elles se sont concertées, elles ont dit, écoutez, on revient vers vous et elles ont décidé d'investir sur elle. C'est ça le regard Pygmalion, c'est ouvrir une porte qui aurait été difficile pour elles d'ouvrir parce qu'elles se sont intéressées à autre chose. D'accord ? Et c'est lutter contre ces idées qui veulent que pour réussir, il faut un certain âge, qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas bilingue, etc. Vous voyez ? Donc, le regard Pygmalion, c'est un peu, si on peut, hein, se dégager, ne pas se laisser polluer comme ces jeunes que je vais voir. Si je commence à me laisser polluer par tout ce qu'on me dit sur eux, moi j'ai une prof qui me dit que chaque année, quand elle va avoir une nouvelle classe l'année d'après, on lui présente les jeunes. On lui dit un tel, tu verras, elle est très sympa, elle est très sérieuse, elle bosse bien. Un tel, c'est un gros flemmard. Un tel machin. Eh bien, elle me dit quand je les retrouve l'année d'après, eh ben, je les retrouve avec cette idée-là sur eux. Ce qui fait que si celle à qui on me dit elle bosse bien, etc., se trompe, je vais dire c'est pas grave, je vais te réexpliquer. Mais si celui où on m'a dit c'est un gros flemmard se trompe, je vais dire c'est normal, tu glandes rien. C'est exactement ça. Donc c'est comment ne pas continuer à véhiculer des histoires qui nous construisent et qui finissent par nous dégrader en fait. Vous voyez ? Donc, je vous dis ça parce qu'on a toujours le choix du chemin à prendre avec une personne quand on en a conscience. Moi, face à une personne, j'ai toujours conscience de prendre un chemin avec elle. Quel chemin je vais prendre avec elle? Vous voyez, je fais attention à la manière dont je la regarde. Enfin, j'ai cette conscience de prendre soin de la personne. Vous voyez? Et donc, pour illustrer ça, une autre fois avec Valérie, pour illustrer ça, par exemple, un jeune homme que j'ai accompagné, un jour où j'étais pas de très bonne humeur, enfin, j'ai fait comme si tout allait bien, mais j'étais très, très énervée, toujours par ma fille, là, celle de 19 ans. Et donc, là, je venais de me friter avec elle. Et puis mais bon, devant le gamin, j'ai fait comme si rien n'était. Je lui ai dit, alors ça va, où t'en es? Je bossais son projet. Et il me dit, donc il ne parle pas beaucoup d'habitude, il dit oui, non, enfin bref, j'ai beaucoup de mal à le faire parler. Et donc, il me dit, mais madame, ça ne va pas? Alors je lui dis, mais si, ça va, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais madame, ça se voit que ça ne va pas. Alors je lui dis, dans ma tête, je dis, il ne va pas me gonfler, lui aussi quand même. Ma première idée, c'est ça, c'est il ne va pas me gonfler, etc. Mais tout de suite après, j'ai le choix du chemin. Où je prends le chemin, écoute, tu es bien gentil, je suis là pour t'aider, donc, et on continue, etc. Ou je prends le chemin
bah, j'ai aussi le choix de voir ou un gamin mal poli, etc., ou un gamin qui est vachement empathique, en fait. Il est en train de s'apercevoir que je ne vais pas bien. Donc, c'est plutôt sympa par rapport à lui. Et je me dis, mais finalement, il s'intéresse à moi, il a remarqué que je n'allais pas bien. Et en plus, c'est la première fois qu'il parle un peu. Donc, j'ai décidé de prendre ce chemin, vous voyez. Je lui ai dit, bon, bah, tu as raison, ça ne va pas terrible, mais rassure-toi, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste, voilà. Il me dit, madame, c'est quoi qui ne va pas? Bon, après, je me coltine toutes les questions qui vont avec, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est quoi qui ne va pas? Donc, je lui ai dit un petit peu. Ben voilà, c'est juste ma fille, elle ne bosse pas beaucoup en ce moment, etc. Voilà. Et puis là, il me dit, mais madame, c'est normal. Et là, il me donne plein de conseils. Il a 13 ans et il me donne plein de conseils pour ma fille. Il me dit, voyez, quand vous allez rentrer ce soir chez vous, vous allez dire à votre fille, vous avez qu'à lui dire, ça va, tu as passé une bonne journée, mais ne lui parlez plus des devoirs, etc. Parce que nous, on en a marre que les parents s'intéressent aux devoirs. Vous voyez, ce gamin de 13 ans, je l'ai laissé rentrer sciemment dans ma vie et il m'a donné des conseils pour ma vie. Bon, alors évidemment, ces conseils, je me suis dit, il ne connaît pas le phénomène, donc, mais je l'ai quand même suivi ses conseils. Le soir, je suis arrivée, j'ai dit à ma fille, ça va, tu as passé une bonne soirée? Elle m'a regardée de dire, mais de quoi je me mêle? Ça n'a pas tellement marché, c'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que du coup, eh bien, ce jeune homme, une des manières de regagner en confiance, c'est de s'apercevoir qu'on contribue à la vie des gens. Le faire contribuer à ma vie, mais il a parlé dans cette séance comme il n'a jamais parlé. Il m'a donné des conseils, il avait l'air content de contribuer à ma vie et je l'ai laissé faire sciemment. Vous voyez? Donc c'est ça aussi porter un regard. C'est vraiment... Après, quand on a parlé de son projet, il avait des idées. C'est toujours pareil. C'est un peu cette manière qu'on a. Alors évidemment, ce n'est pas très protocolaire, hein, vous me direz... de faire ça. On apprend à accompagner les gens et à ne pas se faire accompagner soi-même. Mais quand on le fait sciemment, je l'intègre dans ma manière de travailler. Je le fais en sachant que je veux le faire contribuer à ma vie pour qu'il regagne confiance. C'est différent. C'est toujours lui qui est au centre. Même s'il me donne des conseils, même si je me laisse aider, je le laisse au centre du dispositif, là où il a le savoir et où il va m'aider. Je ne sais pas si ça paraît un peu trop farfelu pour vous, mais je suis, voilà, c'est quelque chose que je suis capable de faire pour prendre un autre chemin avec les personnes. Un chemin qui m'ouvre, hein, parce qu'il me l'a ouvert ce chemin. C'est pas, voilà, c'est être capable de voir autre chose que quelqu'un d'impoli. On a toujours le choix, quand on est agacé, de prendre un chemin avec une personne, de voir autre chose. C'est pas toujours facile. Et Dina, qu'est-ce que ça lui a apporté cette séance à ce jeune? Eh bien, alors, il s'appelle Kevin. Kevin, honnêtement, c'est la manière la plus puissante que j'ai trouvée pour regagner en confiance. C'est-à-dire que j'avais déjà eu 2 séances avec lui avant et je n'avais entendu que des oui, non, je ne sais pas. D'accord? Et là, c'est la première fois pour passer de je ne sais pas, je sais plein de choses en 2 minutes, j'ai pas d'idées à j'ai plein d'idées, etc. C'était juste extraordinaire. Après, on était un peu, pas d'égal à égal, mais au moins on avait des discussions. Oui, vraiment, vous voyez, je vous dis, j'observe la marée. Eh ben, c'est une séance où la marée s'est inversée. Et là, j'avais un jeune homme qui était investi dans la séance. Voilà. Donc, je l'intègre dans ma technique d'accompagnement. Vous voyez, ce n'est pas juste je me plains face à un jeune, etc. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Je fais ça très, très en conscience. Mais c'est rare hein, que je fasse ça. C'est vraiment, ça s'est invité à moi, donc je l'ai fait, mais c'est assez rare quand même. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est ce regard Pygmalion. Je regarde l'heure, hein, parce que je ne veux pas... À quelle heure vous terminez, Véronique? On s'arrête à 17h30 et on a prévu un petit quart d'heure, tu vois, pour sortir. Un petit quart d'heure, d'accord. Donc voilà, si c'est OK pour toi, jusqu'à 15, voilà, c'est parfait, mais on peut déborder aussi. Hein. D'accord, mais peut-être que je vous parlais des postulats de base. Donc, les postulats de base, évidemment, c'est que, comme je vous le disais, c'est qu'à sa place, on ne ferait pas mieux, qu'elle ne nous a pas attendu pour mettre en place des choses. Oui, il y a aussi
ce qu'elle sait est bien plus riche que ce qu'elle veut bien l'entendre. Michael White disait, les personnes sont toujours plus intéressantes que ce qu'elles veulent bien nous montrer. Voilà comment il le disait lui. Voilà. Donc on va chercher vraiment en quoi elles sont plus intéressantes, quoi. Voilà. Ensuite, peut-être que si j'avais encore un sujet à aborder avec vous, c'est le questionnement narratif, quoi. Vous allez voir pendant toute votre... souvent, on a l'impression que c'est difficile les questions, parce qu'il faut poser des bonnes questions, etc. Donc, non, ce n'est pas difficile, ce n'est pas des bonnes questions à poser, c'est juste, en pratique narrative, on prend soin, on fait attention aux questions, parce que c'est des questions qui prennent soin des gens. On va construire des questions qui prennent soin des gens. Vous voyez, ces fameuses questions qui ramènent pas vers le problème, qui ramènent plutôt vers les ressources. Donc, ces fameuses questions, qu'est-ce que vous privilégiez en venant me voir? Qu'est-ce que votre situation vous a apprise? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Etc. Qui sait ça de vous? Apprécie ça de vous? Voyez? Donc, on va faire très attention aux questions, plus que des questions dures, c'est des questions... en fait, il faut que vous soyez très attentif aux intentions. On va vous apprendre des concepts et chaque concept a des intentions. Vous voyez, l'externalisation du problème, par exemple, l'intention, c'est que la personne ne se voit plus comme un problème. C'est de détacher la personne du problème. Donc, après, on construit des questions en fonction de ça. Plutôt que de lui dire depuis quand tu es dépressive, eh bien, si on veut vraiment qu'elle ne se voit plus dépressive, on va lui dire depuis quand tu as cette histoire avec dépression ou une fois, tu n'as pas laissé dépression rentrer dans ta vie ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, c'est vraiment des questions qui... mon intention est qu'elle ne se voit pas comme le problème. Donc, pour qu'elle ne se voit pas comme le problème, eh ben, je vais en faire une personne. Et je vais parler du problème comme d'une autre personne qu'elle. Donc, je vais souvent employer son prénom. Alors, Louise, depuis quand dépression est dans ta vie? Etc. Voilà, vous voyez, donc c'est ma manière de... J'ai une intention et je pose des questions en lien avec ces intentions. Moi, si j'avais quelque chose que vous reteniez, c'est essayer de bien comprendre les intentions de chaque concept pour qu'après, si vous comprenez bien les intentions, vous allez créer vous-même les questions en lien avec les intentions. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de chemin pour celui qui ne sait pas où aller. L'intention nous montre un chemin. Et si, par exemple, je sens la personne très isolée, donc je vais avoir une intention qui est de la sortir de l'isolement, par exemple, eh bien, je vais lui demander qui sont vos alliés dans l'entreprise. Vous voyez, voilà, je pose des questions en lien avec mes intentions. Voilà. Donc, à chaque fois que vous voulez... Demandez-vous l'intention de l'entretien que vous avez, l'intention de vos idées quand vous parlez avec elle, si c'est de faire connaissance, si c'est de... si mon intention, c'est de faire un bilan, on va poser des questions de bilan. Si mon intention, vous voyez, donc il y a toujours c'est les intentions qui font qu'on va construire des questions en lien avec les intentions. Donc, en pratique narrative, les questions, vous allez voir après si on vous en parlera peut-être, parce qu'il y a des ateliers d'approfondissement sur l'affûtage de questions. Je ne sais pas si tu l'as suivi, Véronique. Je sais que Jean-Marc l'a fait. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Oui, tu l'as fait aussi? Oui, Pierre, en fait, vient de faire un affûtage pour la deuxième promo du labo. Ah, très bien. Il viendra peut-être en faire une avec vous. Ça sera super. Vous allez voir. Il l'a fait pour la première, il l'a fait pour la deuxième. Et donc, parce que là, vous allez voir avec lui, il est assez doué pour les questions. Donc, vous verrez comment on... Parce qu'on ne réfléchit pas tellement aux questions. Les questions, c'est un peu comme on apprend à manger, on apprend à parler. On ne réfléchit pas tellement à ces questions. Donc, c'est un espace où on réfléchit un peu à ces questions, on les rend un peu poétiques, un peu... voilà. Donc, les pratiques narratives, c'est une intention, des questions qui viennent honorer une intention. Il me reste 3 minutes. Qu'est-ce que je peux faire en 3 minutes? Je voulais que je vous chante une pirouette, je sais pas, une chanson. Tu pourrais nous montrer ton livre, si tu l'as sous la main. Alors, je l'ai sous la main, le dernier. Je ne suis pas peu fière de ce livre que je vais vous montrer. Voilà, qui s'appelle La magie de la bienveillance. Alors, moi, je voulais qu'il s'appelle L'œil d'amour, mais on m'a dit que c'était gnangnan comme c'est dommage. l'éditrice. C'est dommage, hein?
c'est plus puissant l'œil d'amour que la magie de la bienveillance, qui est un mot un peu… Exactement, un peu valise, hein. Oui. Mais voilà, donc… Vous l'aurez dans la bibliographie de la fin de ce module. Oui. À mettre entre toutes les mains. En tout cas, voilà, je voulais vous dire, est-ce que vous avez une ou deux questions avant que je vous laisse débriefer entre vous? Non, merci beaucoup. Pas de questions, un grand merci. Ok. Peut-être tu reviendras en cours de… Voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Comment il progresse, comment… De toute façon, Dina, tu auras accès à la plateforme, tout comme c'était le cas pour Pierre et puis pour David. Comme ça, tu pourras, quand tu le souhaites, regarder un petit peu les différents pas que les uns et les autres font. Chez nous, ce sont des laborantines et des laborantins avant de devenir des praticiens. Moi aussi, je suis une laborantine. Ben oui, tout à fait. Ouais. On n'est pas peu fiers, donc voilà. En tout cas, j'aimerais beaucoup, moi, quand je commence là, comme j'ai commencé et que je vous ai vu, c'est sûr que j'aimerais vraiment avoir des nouvelles. Non seulement tu auras des nouvelles, mais tu seras avec nous. Bah, avec grand plaisir pour vous suivre et savoir un petit peu. Voilà, je demanderai des nouvelles à Véronique et à Jean-Marc. Ne dis pas Davina, s'il te plaît. Comment? Véronique et Davina? Ne dis pas Davina. Et puis, ben voilà, j'ai été ravie. J'espère que… Voilà, c'était un peu court, je suis désolée, mais voilà, j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous dire de plus court et de plus essentiel pour moi. J'ai partagé vraiment l'essentiel et voilà, de ce que je retiens de cette méthode. Mais je sais que vous êtes tous déjà un peu dedans, puisque vous avez été séduits par cette pratique. C'est qu'il y a quelque chose… soyez sensibles à ce qui vous a séduit à cette pratique, parce que c'est certainement… Vous voyez, moi, c'est l'externalisation, par exemple, qui m'a beaucoup séduit au début, parce que je me racontais beaucoup d'histoires qui m'enfermaient un peu. Et Pierre a dénoué tout ça en me supervisant. Des choses qu'un travail en psychanalyse n'avait pas dénoué. donc, c'était très puissant. Et donc, moi, j'adore l'idée que les personnes ne sont pas les problèmes, par exemple. C'est vraiment magnifique. On n'est plus des problèmes sur pattes, quoi. C'est juste extraordinaire, cette idée nouvelle. C'est beau à dire comme ça, mais vous allez voir quand vous allez l'étudier, ça ressource vraiment les gens quand on parle avec eux, de manière à ce qu'ils ne se vivent plus comme étant un problème. Donc, il y a c'est très ressourçant. En pratique narrative, on n'est jamais démuni face à un client, parce qu'on a toujours des choses à mettre en place, toujours… vous allez voir tous les concepts, etc. Moi, je vous envie, en fait, parce que j'aimerais recommencer en pratique narrative. Et que voilà, donc, voilà, je vous souhaite un très, très joli… voilà, pour terminer, je vais vous dire une petite chose. Je vais vous dire que… faire une formation, c'est un voyage que vous faites avec vos jolis guides, là. Et puis un voyage, quand on fait un voyage, c'est comme un pays qu'on visite, donc on ramène des souvenirs, vous allez ramener des tonnes de souvenirs de ce voyage. Et ce que disait, voilà, pour terminer, je voudrais partager quelque chose que Michael White dit beaucoup. Il invite les futurs praticiens narratifs, comme vous, à ne pas oublier que quand on accompagne une personne, c'est aussi un voyage qu'on fait avec elle, et que si tout se passe bien, ils sont différents d'avoir fait ce voyage avec vous, mais plutôt il insiste sur l'autre partie, c'est-à-dire soyez sensibles au fait que vous aussi vous êtes différents d'avoir fait un voyage avec vos clients, et vous devriez être capable, alors moi j'essaye, j'y arrive pas toujours, mais vous devrez, normalement, si tout se passe bien, quand vous dites au revoir à la personne que vous avez accompagnée, vous devez être… Alors, vous faites un bilan, hein, elle a avancé sur ses objectifs, mais vous aussi, vous devez être capable de dire qu'est-ce que ce voyage a changé pour vous, en quoi il vous a fait grandir. Voilà. Donc, c'est l'idée qu'on en apprend autant, que chaque client qu'on accompagne nous fait grandir. Et on ramène des souvenirs de tous les voyages qu'on a fait avec nos clients. Voilà. C'est tellement vrai. Voilà, je vous souhaite vraiment un très, très, très joli voyage. Et puis, à bientôt alors. Hein. Merci beaucoup, Dina. Merci pour ce partage et cette sincérité. Merci beaucoup. Salut Véronique, salut Jean-Marc. À très bientôt, Dina. Bisous. Merci. Et si vous embête, vous m'appelez. Hein. Oui. Merci, Dina. Merci pour la synthèse, la clarté, la puissance,
ton œil d'amour. Enfin voilà, tout ça est parfaitement incarné. Donc, merci énormément. À toi. À très bientôt. À très vite. Merci Dina. Bye. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà. On arrive à la fin magnifique résumé, hein. de ce premier voyage de journée. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, très bien. Cool. J'espère que vous avez entendu encore de nouvelles choses, qu'il y a de nouveaux éclairages qui se font petit à petit. Voilà, c'est le but aussi d'avoir des marraines, des parrains qui sont là aussi pour vous soutenir. Vous retrouverez Dina en fin de parcours avec nous lors de la journée de cérémonie. Et puis tout au long de ce parcours, eh bien, elle suivra un petit peu voilà, les chemins des uns et des autres sur la plateforme digitale, comme vous le ferez, et comme vous serez invité aussi à regarder quand vous le souhaiterez. C'est chouette parce qu'elle va être très disponible pour vous. Alors, la promo précédente, on avait l'immense honneur d'avoir David Denborough qui était le parrain, mais c'est vrai que l'Australie, c'est loin. Et bon, c'était magnifique. Dina, elle est là. Donc ça, c'est un super avantage, si vous avez entendu. En plus, elle a envie. Elle a envie, ça c'est génial. Donc je pense qu'au fil des modules, même peut pointer le nez, voir comment ça va. Donc elle sera là. Alors, il y avait des surprises dans ce fameux colis, dans cette fameuse emballage carton. Vous verrez qu'au fur et à mesure des modules, vous allez aussi, et on se fait fort de tenter de vous surprendre, voilà, de vous apporter d'autres voix, d'autres échos que ceux de Véronique et moi, pour que vous ayez du pluriel, pour que vous ayez d'autres yeux, d'autres oreilles, d'autres cœurs qui parlent voilà, du métier que l'on aime avec passion aujourd'hui. Voilà, et que vous puissiez vous-même voilà, être sur un chemin qui n'est pas unique, mais qui est voilà, avec mille et une façons de le pratiquer. Et puis après, il y aura votre chemin à vous. Voilà. Peut-être pour terminer la journée, peut-être un quelque chose qui vous a touché sur cette journée. Peut-être juste chacun partage un mot ou une émotion, une sensation. Quelque chose avant de se dire au revoir. Moi, je dirais douceur. Je rebondis en écho, le tempo. Voilà, doux qui permet d'expérimenter le tempo. Voilà, doux. Moi, je dirais effectivement début d'un voyage, là. Voilà, quelque chose d'encore un peu inconnu. Voilà, vers quoi on va. Ouais, moi, j'ai la même sensation que Rachel, l'impression d'être à bord d'un avion. Donc, on a fait connaissance avec le pilote, le copilote. Et puis, voilà, maintenant, je vois un petit peu qui sont les passagers qui vont voyager avec moi. Voilà, le voyage va prendre un certain temps, va être long. Comment sera la destination, j'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà, je fais connaissance avec l'équipage et les autres passagers. Voilà. Alors, il y aura quelques escales hein, quand même. Hein. Ouais. Pour le ravitaillement. L'invitation à une posture bienveillante qui nous amènera on ne sait où et qui de toute façon sera utile pour nous et pour nos clients. C'est cette invitation à l'ouverture dans la bienveillance, à l'accueil dans la bienveillance. Moi, redonner de la dignité aux hommes m'avait pas autant parlé lorsque j'avais fait la première session, juste voilà. Et là, ça sonne très, très juste, sans doute en lien, comme le dit Jean-Marie aussi, avec tout un contexte et des individus qui viennent frapper à nos portes. Je trouve que redonner de la dignité, moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très incarné. Et je sens tous les apports qui sont possibles, même dans cette journée, même en une seule journée. Voilà, donc merci. Oui, il y a beaucoup de richesse, il y a une profusion là aussi de choses qui sont
sont sortis de l'intervention de Dina et qui, enfin, en même temps, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, waouh, enfin, on va en faire des choses dans les mois qui viennent, on va en apprendre. Et elle en parle avec beaucoup de fluidité. Mais bon, ça va être fantastique, je pense. Il n'y a pas d'urgence. Alors, moi, j'ai la sensation d'être assise devant un puzzle très humain où les pièces vont s'emboîter. On ne sait pas encore très bien, mais un puzzle profondément humain qu'on va apprendre à emboîter et à réaliser. Et je trouve ça très bien. On va vous donner le solfège, et puis vous ferez la musique, et puis vous ferez vos compositions, vous ferez vos sonates, vos concertos, vos symphonies. Ce sera vraiment, comme dit Dina, c'est important, c'est d'avoir les concepts, l'intention des concepts, et puis c'est de commencer à poser des questions, à les incarner, à faire dans vos pratiques actuelles 3%, 10%, c'est petit à petit, c'est d'ajouter une touche, une couleur, une question, ça va se faire, ça va se tisser naturellement. C'est aussi la particularité que nous avons choisie dans cette pédagogie et dans cette formation, c'est de ne pas rentrer directement dans le process, dans les protocoles et dans l'énumération de ce qu'il faut faire. Ou voilà. On souhaite vraiment prendre du temps, notamment sur ces 2 premières journées, pour que voilà, des choses infusent un petit peu. Donc le concret, on va y arriver. Vous allez vous exercer très rapidement à ces conversations, à ces concepts. Mais c'est vrai que l'entrée dans le bain australien, eh bien, parfois, on a besoin d'y rentrer voilà, de façon légère, facile, voilà, de se laisser un peu aller. C'est déstabilisant parfois aussi. Non, mais eux ça a l'air d'aller. Hein. Ce groupe-là a l'air tranquille. Ils ont même l'air d'aimer. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, je dirais que cette journée a été une succession de délicieuses surprises. Depuis ce matin, voilà, il y a le paquet, là, Dina, et on avance doucement et c'est délicieux et c'est pétillant et moi j'adore. Et en termes de pédagogie, je trouve ça vraiment très plaisant. Donc j'ai hâte d'être à demain. Finalement, l'heure de la sieste était tranquillement dépassée. Hein. Largement. Ça s'est pas mal passé. Hein. J'ai vu personne tomber sur le nez dans son bureau. Alexandre, comment tu es? Parce que tu as compilé une journée importante, donc ça va, ça passe bien? Je ne l'ai pas compilé encore, elle va continuer. Ouais. La journée commence. La journée commence, non, très bien. Et justement, je trouve qu'il y a une très bonne énergie qui se dégage de la promo, même si c'est le premier jour, que c'est un peu, on découvre, mais je trouve qu'il y a une très bonne énergie, aussi grâce à vous, je pense, par votre pédagogie, comme disait Charlotte. Voilà, donc c'est vraiment merci et hâte de continuer à découvrir et d'explorer tout ça. Super, donc ça veut dire que vous revenez demain matin? Oui. C'est une bonne nouvelle. De toute façon, maintenant, on est dans l'avion, on est attaché, les ceintures sont attachées, les portes sont fermées. Mais ce n'est pas si sûr que ça. Pourquoi vous seriez attaché? Parce qu'on a bien voulu. Mais voilà, et puis à un moment donné, tu seras peut-être invité par Véronique ou moi à piloter aussi. Ah, tu n'avais pas prévu ça. Voilà, sauter en parachute. Moi, je voulais ajouter un mot. Pour moi, le mot qui résume cette journée, c'est cadeau. Moi, j'ai déjà reçu beaucoup de cadeaux en fait aujourd'hui avec les différents échanges, avec toute la richesse de la compréhension, avec le petit paquet, avec tous les échanges aussi en grand et en petit groupe. Donc, merci. Des beaux cadeaux déjà sur cette première journée. Ça fonctionne aussi parce que vous êtes là. Hein. C'est comme le disait très justement Dina. Si on transmet, vous nous transmettez aussi les choses. C'est pas un monologue, c'est véritablement voilà, une partition qui se joue à plusieurs. Donc, et Waka Koma. C'est le moment de le replacer. Ok. Il y a un besoin particulier, il y a quelque chose qu'on devrait entendre en fin de journée, ou c'est ok pour tout le monde?
Ok. Donc demain, on se retrouve. Véronique, c'est bon pour toi? C'est tout à fait bon. Demain, on vous propose de nous retrouver. On va ouvrir à 9 heures. Et donc, doucement, vous arrivez. Ce qu'on souhaite, vous l'avez compris, c'est voilà, à 9h30, on est tous ensemble pour débuter la journée. Je sais que normalement, si je ne me trompe pas, Francine. Voilà, oui, je ne serai pas là demain matin, je vous prie de m'excuser. Je m'étais trompée en fait, je croyais que c'était le 20 et 21, donc j'avais bien blindé. Enfin bon, bref, je m'en suis rendu compte en harcelant en fait Véronique et Jean-Marc en me disant mais on n'a rien reçu, on n'a rien reçu. Et j'ai vérifié, donc je ne serai pas là demain matin, mais je vous rejoins avec beaucoup de joie à 14h. Super. Voilà, merci. Que tu sois là aujourd'hui, Francine, pour cette première journée, ça c'était vraiment... C'était quel bonheur. Donc voilà, la grande salle ouvre à 9 heures et puis voilà, on continue. C'est sur le même code, le même lien Zoom? Oui, tout à fait. C'est le lien qui est généré là, il est généralement pour 2 jours. Okay. Donc vous reprenez le même code. S'il y a quoi que ce soit, vous passez par le WhatsApp qu'on a créé. Et puis Véronique et moi, on regarde régulièrement. S'il y a quelqu'un qui sort, qui n'arrive pas à rentrer, on trouve une solution pour justement ouvrir les portes. Ça arrive parfois, quelqu'un qui est éjecté, ouais. On ne sait pas pourquoi. Les mystères du Zoom. Bien, à demain. Bonne soirée. Merci à tout le monde. À demain. À demain. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. On vous laisse partir tranquillement.